Voilà, on se retrouve une fois de plus dans le cadre de votre émission Décrypteco. 3 sujets à l'ordre du jour. Nous allons parler de cet homme qui nous a quittés depuis le 18 octobre. Il s'agit bel et bien de Némoine Nsemi que le président de la République a donc rendu hommage aujourd'hui. Et puis on va parler du retrait définitif du dernier contingent kenyan du sol congolais, Saint-Paris gagné pour la République démocratique du Congo, pour enfin chuter à cette question de la République démocratique du Congo qui est dans l'attente de résultats. Comme vous le savez, nous venons d'organiser, la RDC bien sûr, venait d'organiser les élections sur son sol. Les Congolais ont encore voté pour la 4e fois. Déjà, le premier tendance de résultats du côté diaspora est déjà connu. Félix Tshisekedi, le candidat Félix Tshisekedi est donc en tête. On en parle tout de suite dans votre émission de Décrypteco et pour cela, nous avons 2 invités. Il s'agit bien et bien de Tony Antoine Dibendila, journaliste à Ecofin Télévision, à qui nous disons bonjour et merci d'avoir répondu ou d'être toujours disponible pour cette émission. Merci Betty Tanfoumo pour cette invitation. Donc c'est toujours un plaisir pour moi, surtout dans ces contextes électoraux où les Congolais sont en train d'attendre les résultats des dernières élections, et donc nous savons que les tensions sont vives, et donc c'est toujours bien pour nous d'être ici, d'abord pour que d'une part nous puissions apaiser les esprits, appeler à la paix, et d'autre part espérer que les résultats ne vont pas entraîner des situations regrettables dans le pays comme nous l'avons vu dans les passés. Donc voilà, c'est un plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, face à lui c'est Tarsis, voilà, c'est Tarsis. Je n'ai pas massacré, hein? Non. Face à lui, c'est Tarsis Betofé, le chercheur en droit, à qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Le remerciement vient de notre part, vous adresser de nous avoir conviés à cet entretien, en vue par une analyse inodore, incolore surtout. Inodore, incolore. Apporter notre pierre aux questions de l'heure en vue d'éclairer l'opinion, puisqu'il est de notre intérêt que notre vie commune puisse demeurer. Le vouloir vivre ensemble passe notamment par des élections apaisées, transparentes et crédibles, et aussi une sécurité affirmée. Donc nous vous remercions d'avoir pu nous inviter à cet entretien. Merci. Voilà. Pas de violence majeure, les élections se sont déroulées donc dans le calme globalement. Les Congolais ont été très matures malgré tout ce qui a entouré en tout cas le processus, les déroulements de ces élections, le processus de ces déroulements de ces élections. À part le retard du début des votes et problèmes liés à la logistique et consorts, Tony Antoine Dibendila, vos impressions en tant que Congolais, vous avez vécu quand même ces élections, vous avez également voté. Dites-nous quelles sont vos impressions après avoir voté pour la 4e fois ou pour la 2e fois, ça dépend. Oui, d'emblée je dirais, je vais d'abord féliciter la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima et son équipe, parce que vous le savez, c'est le 4e cycle électoral en RDC, et surtout que ces bureaux, Denis Kadima a connu en fait, la constitution de ces bureaux a posé problème. Elle est arrivée avec un retard de plus de 2 ans, et donc le timing a été très serré, parce que j'entends ici et là les gens critiquaient vivement l'organisation de ces élections, critiquaient la CENI, comparée avec peut-être les élections précédentes, mais les gens oublient premièrement qu'il y a plusieurs innovations avec ces élections. Nous avons 4 élections à la fois, c'est-à-dire que la présidentielle, les législatives nationales et provinciales et les élections municipales. C'est pour la première fois en RDC. Et au-delà de ça, la diaspora congolaise, 5 pays pilotes pour l'instant, les Congolais ont voté à l'étranger. C'est une première, donc les défis étaient énormes, vu les timings, l'état serré auquel la CENI devait organiser les élections. Mais au-delà de ça, tous ces nouveaux, ces nouveaux scrutins, je parle du municipal, mais aussi les Congolais de l'étranger, il fallait les faire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'élection précédente, je parle précisément de 2018, la CENI avait eu carrément 6 ans, je crois, parce qu'il y a eu même décalage de 2 ans
pour organiser. Les élections devaient être organisées en 2016 et 2 ans après, c'était en 2018 et nous avons eu ces élections. Donc, face au défi que la CENI a pu relever, je commence par saluer, féliciter l'équipe de Denis Kadima, mais aussitôt revenir sur la réalité sur les terrains. Ce qui est vrai, il y a eu quelques dizaines d'incidents qui ont été enregistrés. Donc voilà, il y a les rapports de l'Union africaine, il y a quelques missions d'observation qui ont également rendu public les rapports. Il y a eu des rapports à mi-parcours de la SENCO qui avait quand même dénombré un certain nombre d'irrégularités. Bon, jusque-là, l'opinion attend les rapports définitifs de la SENCO, c'est-à-dire missions d'observation électorale, SENCO et CC. Bon, jusque-là, c'est attendu. Et puis, donc voilà, donc en gros, globalement, il y a une certaine quiétude dans l'organisation de ces élections, malgré les retards en termes d'ouverture des bureaux, malgré quelques problèmes techniques ici et là. Il y a eu des machines à voter, les dispositifs électroniques des votes qui ont eu des problèmes, qui ont eu des problèmes de charge, ainsi de suite. Donc voilà, mais le plus important est que ces problèmes ont été résolus. La CENI a pu organiser les élections à travers les bureaux de vote choisis, c'est-à-dire plus de 74 000 bureaux de vote, bien qu'il y a une certaine frange qui se focalise sur la dizaine de bureaux. Il y a eu quelques problèmes, mais il faut regarder l'étendue du travail qui a été abattu. Surtout il faut quand même en tenir compte, hein, sinon ça risque. Oui, bien sûr, pour améliorer, bien sûr, d'empiéter sur le résultat. Bien sûr, pour améliorer, parce que vous le savez si bien, la CENI a connu beaucoup de problèmes, non pas seulement en termes de déploiement du matériel, en termes de l'acquisition de ces matériels-là, mais en termes aussi du financement venu du gouvernement. Ça c'est arrivé, les gouvernements ont tout payé comme argent, mais ce qui est vrai, il y a eu quand même des retards en termes de décaissement. Et cet argent, la CENI a fait face à beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, voir la tenue des élections qui se sont décalées à des jours, alors qu'il était prévu que les élections s'organisent un seul jour. Mais de toutes les façons, c'est pas la première fois en RDC. En 2011 également, il y a eu ces décalages-là. Et donc, moi, je ne peux qu'aujourd'hui encourager et noter positivement la CENI, encourager pour que les prochains scrutins s'organisent avec beaucoup plus de responsabilités, mais aussi alerter le gouvernement congolais qui doit s'acquitter, attendre ses responsabilités pour permettre à ce que cette institution d'appui à la démocratie puisse jouer son rôle convenablement. Voilà, Tarsis Betofé, êtes-vous de même avis que Tony Antoine Dibendila lorsqu'il dit que il félicite quand même la CENI, tout s'est passé dans la quiétude? Pas tout s'est passé dans la quiétude, il y a eu quelques incidents, bien entendu, mais largement, les élections sont bien organisées. Êtes-vous de même avis que lui lorsqu'il dit qu'il félicite quand même la CENI pour ses organisations, pour cette organisation? J'aurais bien voulu être de même avis que mon co-débatteur, mais malheureusement, je ne le suis pas. Je préfère partir de base des élections. L'élection, ce n'est pas que le jour du vote. L'élection part de la mise en place du bureau, il l'a si bien relevé, l'enregistrement des électeurs qui nous permet de savoir qui peut voter, on a combien d'électeurs environ, et ensuite vient les candidatures. Ça a été fait. Ça a été fait, mais comment est-ce que ça a été fait? Lorsque on estime que le temps était serré, mais la CENI a toujours existé. Les textes de notre pays, la Constitution prévoit la CENI depuis 2008. Nous savons que après 5 ans, nous devons organiser les élections. Qu'est-ce qui fait que le temps soit serré? Puisque nous sommes, jusque-là, nous aimons bien être dans les émotions. Nous aimons bien faire lorsque ça nous chante, lorsque ça nous plaît, lorsqu'on est sûr que les conditions sont réunies en notre faveur. Puisque je ne vois pas qu'est-ce qui a fait qu'on mette en place la CENI à 2 ans d'élections. C'est qui nous a... Il y a eu divergence entre hommes politiques, l'opposition, le pouvoir en place. Il y a eu en tout cas beaucoup de problèmes autour de cela. C'est ce qui a fait qu'après 2 ans, oui, on n'avait pas encore la CENI. Vous savez, madame, dans ce pays, il ne manquera jamais de divergences. Et dans aucun autre pays, il n'y a pas de divergence. Mais on doit être courageux, suffisamment courageux pour prendre des mesures qui s'imposent afin de ne pas céder
au saut d'humeur des individus. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu élection, mais sincèrement, qui a voté et qui n'a pas voté? C'est ça la plus grande question. Combien des électeurs ont pu voter avec leurs cartes? Visage très bien connu, des noms qui se voient. N'est-ce pas que ce problème a été déjà balayé par la CENI lorsqu'il a accepté même ceux-là qui n'ont pas de carte ou leur carte n'était plus lisible de se présenter quand même au bureau de vote? Oui, de se présenter, mais de quelle manière? La CENI avait quand même trouvé déjà une solution pour ça. Hein. Est-ce que c'était vraiment une solution? C'est ça la plus grande question. C'est là où quelques personnes, bon, c'est vrai que je ne suis pas de ces personnes, parlent de élections qui ne seraient pas crédibles, parce que lorsqu'on ne sait pas, est-ce que c'est lui qui a voté et c'est lui qui devait voter? Si je présente une carte où il n'y a pas mon nom, il n'y a pas mon visage, qu'est-ce qui vous rassure que c'est lui qui vote, c'est moi? C'est ça tout le problème. On a pu voir aujourd'hui, grâce à la technologie, on n'a pas que le on-dit, on a maintenant de vidéos de personnes qui ont pu acheter de voix et de cartes et tout ça. Ce sont des choses qui entachent à la crédibilité, à la transparence des élections. Mais il est vrai que la CENI a bâti un travail de titan. C'est pour la première fois dans notre pays que nous puissions avoir des élections à tout le niveau, alors que la Constitution l'a toujours prévu. C'est un point qui nous exige de jeter de fleurs à la CENI, mais aussi au gouvernement qui a financé ces élections. Intégralement. Et aussi voir les Congolais vivant à l'étranger. Voter, c'est une première en tout cas. C'est une première, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, parce qu'ils sont Congolais tout autant que nous. Vous savez, le président de la République, l'article 70, dit qu'il est élu par un suffrage universel direct. Suffrage universel suppose que sur tout l'étendue de la République, lorsqu'on irait, je n'aimerais pas entrer dans les considérations conceptuelles, mais cela fait aussi référence à tous les Congolais où qu'ils soient. C'est vrai que les élections n'ont pas eu lieu dans tous les pays du monde où il y a de Congolais, mais on a quand même commencé quelque part et c'est quelque chose à encourager. Donc, en grosso modo, les efforts ont été fournis et ces efforts nous ont amenés quelque part. Il faut maintenant voir comment consolider afin de la prochaine fois que les élections soient mieux organisées. Voilà, puisque vous parlez déjà de Congolais vivant à l'étranger, comment jugez-vous justement le premier résultat de la diaspora publié par la CENI qui met en tête les candidats Félix Tshisekedi? Oui, bon, pour la première fois, moi, dans notre pays, je n'ai pas vraiment entendu des opposants à ces résultats. Bon, peut-être jusque-là. Déjà aujourd'hui, ce matin, au niveau de la Tchangou, il y a eu quelques échauffourées. Hein? On a suivi cela dans des réseaux sociaux. Il paraîtrait qu'il y a eu quelques Congolais qui se sont manifestés pour contester justement ces élections, ces résultats, ces premiers résultats venus de la diaspora. Bon. C'est une information que vous venez de nous partager. Mais il est vrai, bon, on s'attendait à ça, Tshisekedi et de là-bas et de la diaspora. C'est un peu comme on était avec vous et puis à un moment vous postulez, vous devenez président de la République, je ne peux que voter pour vous. Donc je pense que c'est déjà l'une des avancées qu'il faut louer, le fait qu'on ait ces tendances le plus vite aussi. C'est quelque chose à encourager. De notre point de vue, nous estimons que la tendance du côté de la diaspora ne pouvait qu'être comme telle, puisque tu sais qu'il est de la diaspora, il a passé une majeure de sa vie auprès de cette diaspora. Donc on ne voyait pas comment est-ce qu'il ne pouvait pas réussir, mais encore une victoire aussi écrasante. Voilà, donc vous félicitez déjà le candidat pour cette partie, hein, pour ces résultats, en dehors de la République démocratique du Congo. Tony Antoine Dibendila, pensez-vous que cela donne déjà de l'avance à ces candidats Félix Tshisekedi par rapport aux autres? Je crois qu'en termes des premières tendances, des résultats venus de la diaspora,
C'est véritablement une bonne nouvelle pour les candidats Tshisekedi. Ça, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il est heureux. Mais je ne pense pas que ces résultats résument sur le fait que Tshisekedi a été à la diaspora congolaise. Ça peut également jouer en sa faveur. Bon, non, je reviens sur ça justement. Allez-y. Félix Tshisekedi était en Belgique. Parfois, il faisait aussi la France. Mais il n'était pas au Canada, aux États-Unis ou en Afrique du Sud pour que cela justifie ces votes massifs. Je crois que son discours... Apparemment, il était le représentant de l'UDPS au niveau... En Belgique, il vivait là-bas, ainsi de suite. Il pouvait bouger, ça c'est vrai, mais c'est pas vraiment de la diaspora congolaise en Afrique du Sud. Et moi, je crois que c'est plutôt son discours de campagne qui a quand même séduit les Congolais de la diaspora, mais au-delà de ça, je crois aussi que sa gouvernance vue de l'extérieur a apporté quand même des fruits et ça a permis à ce qu'il y ait quand même des voix positives pour lui. Et donc voilà, il ne peut que se réjouir. Et puis attendons la suite des événements. Et puis si on regarde déjà les données actuelles, parce que déjà, on le sait, aujourd'hui au moins, on a eu la chance de ne pas avoir l'internet coupé. C'est-à-dire que après les élections, on a quand même vu des PV, des bureaux de vote circuler dans le réseau, ainsi de suite. On a quand même déjà une image de ce qui seront ces résultats. En tout cas, ça c'est incontestable. D'ailleurs, la CENI a ouvert le centre Bossolo, ou même le politique peuvent y aller. Les candidats présidents de la République, les candidats présidents de la République sont même appelés à participer à la compilation, assistent à la compilation, et puis on parle de bureau par bureau. C'est-à-dire qu'on présente tel bureau numéro tel à tel centre de vote, il y a eu tel individu à voter, il y a eu tel... Vous pouvez circuler même à Kinshasa, vous verrez, il y a des PV là, bureau par bureau. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un souci de transparence de la Commission électorale nationale indépendante. Et moi, j'ai été étonné de voir déjà les opposants. Il y a eu une déclaration... L'opposition n'est pas de même avis que vous. Une déclaration. De toutes les façons, c'est la CENI. Par exemple, ils demandent à ce qu'il y ait une réorganisation de J'allais arriver, nous avons vu les opposants précisément. N'est pas qu'au nom de la paix, on doit les accorder, c'est là. Non, on arrive. On a vu précisément Martin Fayulu, Floribert Anzoulouni, Théodore Ngoy et un autre candidat dont le nom m'échappe. J'ai lu leur déclaration politique dans laquelle ils appellent à la réorganisation des élections avant même que la CENI publie les premières tendances. C'est-à-dire ils ont des témoins, ils savent ce que seront les résultats de ces élections. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Ils vont être dans la rue alors qu'il n'y a même pas des résultats. Ils ont des témoins partout. Ils savent ce qui s'est passé sur les terrains. Ils savent qui a été voté. Et on ne peut pas. Écoutez, Biti, on ne peut pas se mentir à soi-même. On ne peut pas se mentir à soi-même. On est Congolais, on peut circuler aujourd'hui à travers la République. On peut voir des résultats. Aucun candidat de l'opposition ne peut. Je ne suis pas la CENI, moi en tout cas. Je ne suis pas dans les secrets de la CENI. Mais au moins, les résultats sont affichés bureau par bureau. Donc, on ne va pas... Et puis, concernant les contestations, bon, ça c'est tout à fait normal. Hein. Les contestations sont même prévues dans la constitution congolaise. Mais cela doit être fait dans le respect de la loi. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir... Comment voyez-vous la RDC après justement le résultat global de ces élections? Mais il y aura un matin et une nuit. C'est-à-dire la vie va continuer, le soleil ne va pas s'arrêter. Les gagnants, les vrais gagnants, la CENI va nous les présenter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'à attendre les résultats de la CENI. Écoutez, c'est très dangereux. Aujourd'hui, par exemple, on a tendance à remettre en cause il n'y a pas longtemps, quelqu'un évoquait l'histoire du FCC. Voilà, les FCC n'a pas préparé aux élections. Mais les FCC, les Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, ne remettaient même pas en cause les processus électoraux. C'est même les institutions de la République et la gouvernance politique actuelle. C'est ce que les FCC, c'est vraiment en marge du processus, en marge de la gouvernance politique actuelle. C'est-à-dire, les FCC ne veulent même pas entendre parler des pouvoirs Tshisekedi et tout. Donc moi, je voudrais dire ici, contestation ou pas, c'est tout à fait normal. Nous avons vu les dernières élections en Amérique, un pays de vieille démocratie, les partisans de Trump prendre d'assaut les Capitoles, le Capitole, les symboles de la démocratie américaine, parce qu'ils contestaient les résultats. Aujourd'hui, d'ailleurs, Trump en fait les frais. Il y a des procès ici et là à cause de ces
contestation de ses partisans. Donc moi je voudrais ici souligner un aspect. Les contestations, c'est tout à fait normal quand on n'est pas d'accord avec certains résultats, mais demander la réorganisation des élections. Les opposants ont 1 milliard de dollars, ils ont 1 milliard de dollars à disponibiliser à la CNI pour réorganiser. Et puis quelles sont les raisons? Ce sont des raisons purement politiciennes. Non, les élections se sont décalées à 2 jours, mais les bureaux n'ont pas changé. Les gens sont venus voter. Si ce sont vos électeurs, ils vont voter pour vous, ça ne va pas changer. Mais écoutez, si quelqu'un devait voter le 24, les mercredis 24 décembre, et qu'il y ait, parce qu'il y a eu pluie, vous avez suivi les rapports de la SENCO et CC, c'est-à-dire qu'il y a eu dans certains endroits en RDC des pluies, des situations atmosphériques qui n'ont pas permis à ce qu'il y ait des machines qui sont arrivées des machines qui sont arrivées. Non, je prends d'abord des situations. Non, je prends d'abord des situations naturelles. La pluie, par exemple. C'est-à-dire si ces jours-là il a plu, parce que nous savons que dans certaines localités ou territoires congolais, lorsqu'il pleut, il n'y a pas la possibilité de se déplacer. Se déplacer devient un véritable casse-tête. C'est-à-dire que s'il n'y a pas élection le 24, cet électeur-là, le jeudi 21, change d'avis. Je ne vais plus voter pour l'opposant, je vote pour les candidats qui s'équipent. Voilà, Tarzis va également je crois que ce sont des échappatoires. Mais ce qui est vrai, il faudra souligner une chose. La transparence et le respect des règles, le respect de la loi doit toujours primer. Mais il faut le savoir, ce n'est pas qu'au Congo. Dans plusieurs autres pays, vous allez vous rendre compte que les élections rencontrent souvent de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc ça dit que les problèmes ne sont pas une spécificité congolaise, mais les problèmes sont... donc voilà, ça peut arriver. On ne voit pas pourquoi on va réorganiser ces élections. Vous venez de jeter des fleurs à la CENI pour l'organisation de ces élections. Malgré cela, l'opposition n'est pas sur la même voie que vous. Pour l'opposition, il faut réorganiser ces scrutins, n'est-ce pas, qu'au nom de la paix, il faut leur accorder leur demande pour qu'il y ait paix en République démocratique du Congo. Bon, écoutez, madame, nous sommes dans un État où nous avons voulu être un État de droit. Et qui dit État de droit, c'est un État où tout doit se faire sur pied de la loi. Tout est mis sous la loi et tout s'est fait conformément à la loi. Dire que nous devons réorganiser les élections, il faut encore justifier les raisons de cette réorganisation. Tantôt, on venez également de le dire que ces scrutins ont taché de plusieurs irrégularités. Au nom de ces irrégularités-là, n'est-ce pas qu'on doit réorganiser comme le J'en arrive. Allez-y. Puisque je disais tantôt que par exemple, l'élection présidentielle a comme suffrage le suffrage universel direct, ce qui fait que tout Congolais, où qu'il soit, a le droit de voter. Vous me direz que sur 100% des électeurs qui devaient voter, à supposer qu'il y ait 50 ou 60 qui ont voté et 40 n'ont pas voté, est-ce qu'il y a élection? Il y a eu élection, hein? Est-ce qu'il y a eu élection? Est-ce que ces 40% de Congolais devront avoir comme président quelqu'un qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'élire? Puisqu'il est de ces coins de la République où jusque-là, il n'y a pas eu d'élection. Jusque-là. À Lusambo, par exemple. Justement, c'est ça tout le problème. Et puis, on ne doit pas prendre à la légère lorsque la loi prévoit quelque chose. La loi, c'est pas pour rien que la loi veut que l'élection se tienne en un seul jour. Sinon, on se dirait, bon, on peut voter pendant une semaine. Dans l'entretemps, plus on va en dehors de règles de l'art, plus on multiplie les chances d'une fraude électorale. C'est ça toute la crainte. Et puis, il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle, par son arrêt du 8 septembre 2015, s'est donné le pouvoir, j'ai dit c'est donné parce que c'est un pouvoir qu'elle ne tire sur aucun texte, le pouvoir des régulateurs de la vie politique. C'est cette compétence des régulateurs de la vie politique lui a permis autrefois d'évaluer les processus électoraux en 2015 lorsqu'il y a eu problème parce qu'on devait avoir des élections en 2016. Et sur base de ces pouvoirs qu'elle s'est arrogé elle-même, elle a dû
justifier la non-tenue des élections. Alors aujourd'hui, on se dirait, est-ce que la même Cour, sur base de ces mêmes pouvoirs qui autrefois n'a pas posé de problème, peut-elle juger l'opportunité de la réorganisation des élections? Puisqu'on est quand même en train de parler de 5 années à venir. Ça ne sera pas important que nous revienions toujours sur les mêmes questions, la question de la légitimité. Parce que lorsque la question de la légitimité se pose, c'est ce qui crée des guerres. Je ne serai jamais pour des guerres, je ne soutiendrai jamais ceux qui prennent les armes. Mais c'est quand même des gens qui pensent que leur voix n'est pas entendue, leurs droits sont bafoués. Et c'est pour cette raison que ces personnes, on arrive à utiliser autre voie que le voie démocratique, celle prévue par la loi. Donc, si aujourd'hui, il y a 2 éléments qui attestent que les élections ont été organisées d'une manière à saper même les droits des électeurs, il y a lieu de voir s'il y a opportunité de réorganiser Mais ces avec élections. quels moyens? Est-ce qu'on aura encore ces moyens? Puisque nous avons eu beaucoup de difficultés. Tony Antoine Dibendi venait de le dire, que le gouvernement a eu vraiment du mal à décaisser les montants qu'il fallait pour la CENI. Avec quels moyens? Oui, mais madame, ces moyens, en gros, c'est pour avoir de machines. On suppose que si ces moyens ont été utilisés, c'est pour avoir de machines. Ces moyens, c'est pour notamment mobiliser les agents et tout. Donc, une grande partie de ce que demandent les élections est là. Donc, on ne serait pas là en train de dire qu'il faudra encore acheter des machines. Les machines sont là. Mais comme je l'ai dit, il faudra qu'il y ait de raisons suffisantes qui justifient la réorganisation des élections. La paix doit nous préoccuper plus que tout. Si il arrive que, avec tous les éléments que nous avons, notamment des territoires dans lesquels il n'y a pas eu des élections, pendant plus de 3 jours alors que ça devait se tenir en 1 jour, lorsque l'irrégularité est flagrante, la Cour peut apprécier s'il ne faut pas organiser des élections. Voilà, comment voyez-vous justement la même question que j'ai eu à poser à Tony Antoine Dibendi là, comment voyez-vous la RDC après la publication du dernier résultat? Comment voyez-vous la RDC? On a suivi le président de la République, on lui a posé la question si c'était pas vous qui était élu par le Congolais, quelle serait votre réaction? Ils ont dit, il a répondu, il faut retourner en Nzambé. Mais également les autres, quand on leur demande si vous n'êtes pas élu, quelle serait votre réaction? Ils disent que vous verrez. Comment voyez-vous la RDC après la publication définitive de ces élections? Bon, c'est vrai que mon colocataire l'a dit, il y aura un matin, il y aura un soir, le soleil ne va pas s'arrêter. Mais il est vrai quand même que même là où ça pète, le soleil s'élève toujours. Il y a toujours un matin, il y a toujours un soir. Mais il faut toujours faire attention puisque nous sommes dans un processus où, que ça soit le pouvoir en place, il organise avec l'idée de ne pas le perdre, puisque quand le président public dit Batou Nzambe, ça veut dire quoi? C'est quand même dangereux. Est-ce que pour lui les élections seraient un cadeau qu'il était en train d'offrir à la population? Est-ce qu'il est en train, le gouvernement organise des élections pour qu'il puisse être reconduit? Ce sont toutes ces questions qu'on s'est posées. Lorsqu'on voit l'opposition, on se rend bien compte qu'on est face à des personnes qui pensent qu'il n'y a que eux dans cette république. Et ça, c'est dangereux. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, malheureusement. On en a vu beaucoup qui ont beaucoup prédit sur les élections et on sait ce qu'il en a été. Donc, je ne voudrais pas entrer dans ces lots-là. Mais je crains le pire, non pas parce que je veux le pire, puisque, vous savez, nous sommes accablés par beaucoup de groupes armés. Ça ne serait pas intéressant qu'entre nous, il y a des violences, on peut être dans une situation qu'on ne saura pas maîtriser par la suite, d'où j'en appelle à la retenue de toutes parts. Si nous avons opté pour les élections, qu'on s'attient aux élections. Celui qui ne sera pas d'accord avec le résultat que la CENI va publier, il y a des voies de droit qui sont là pour ça. Donc on n'a pas intérêt à embraser ce pays. On ne peut pas aussi accepter que quelqu'un l'embrase. Voilà. Ce jour-là, comme l'a dit mes invités, il y aura tout
tout va se vivre, hein, voilà. On n'est pas là, en tout cas, pour encourager le chaos ou qu'on sort. Lorsque on accepte d'aller aux urnes ou aux élections, il faut également accepter le résultat, mais également nous savons que la CENI est la seule maison habilitée à donner des résultats et on attend. On va changer de sujet. Cette fois-ci, on va parler du retrait définitif du dernier contingent kenyan du sol congolais. Tony Antoine Dibendila, est-ce un pari gagné pour la République démocratique du Congo qui demandait depuis le départ justement de cette force? Ben, je crois que parler d'un pari gagné, cela relèverait du fait que les Congo n'a tiré aucun bénéfice de cette mission, mais je crois qu'il y a quand même, mais je crois quand même qu'il y a eu quelques points positifs, parce que rappelons-les, cette mission a passé, je crois, plus d'une année sur le sol congolais. Il y a eu quand même accalmie, et voilà, ça a épargné des pertes et beaucoup de vies. Donc aujourd'hui, si cette mission n'a pas été à la hauteur des attentes de la République démocratique du Congo, eh bien son départ, c'est un départ c'est-à-dire voulu par la République démocratique du Congo, mais par l'EAC aussi, parce que la RDC appartient à cette organisation-là. Je crois que ça se passe sous une bonne entente, bien entendu qu'il y a quand même des grincements des dents. Certains ont voulu rester un peu plus longtemps, mais comme la RDC trouve que la mission n'est pas vraiment à la hauteur, il y a eu quand même quelques griefs pour croire à cela. Et donc moi je crois que le départ c'est justifié, mais parler d'un pari gagné, je crois que c'est un peu plus, c'est pousser le bouchon un peu plus loin. Donc voilà, en quelque sorte. Mais moi je crois qu'aujourd'hui c'est la RDC. Le président de la République l'a dit il n'y a pas longtemps dans les antennes d'un média local. Aujourd'hui, la recette pour que la République démocratique du Congo mette fin à l'insécurité dans sa partie est, c'est l'essor des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ce sont les FARDC qui doivent mettre un terme à l'insécurité. On ne peut pas refuser quand même des soutiens, les aides des autres. Nous avons vu la MONUSCO aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. On a cru qu'elle pouvait nous aider à sortir de ces cycles malheureux, mais malheureusement, la MONUSCO n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, il y a eu un plan des retraits signant la MONUSCO et la RDC avalisé par les conseils de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO qui a vu son mandat être renouvelé pour une année, justement pour permettre à ce que ces plans les plans des départs soient exécutés. Donc voilà, soient effectifs. Moi je crois qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo, les forces armées de la RDC sont les seules forces capables de remettre la paix dans la partie est. Mais aujourd'hui on sait qu'il y a aussi la force de la SADC qui va arriver d'un moment à l'autre. Espérons que cette force-là va également aider la RDC à en tout cas atténuer la souffrance des Congolais de cette partie-là. En écoutant le candidat ou le président Félix Tshisekedi, on a maintenant l'impression que nous sommes prêts. Hein. Oui, mais bien sûr, mais écoutez, la situation est aussi complexe. Hein. Ce n'est pas assez simple comme le pensent certains. Il y a non pas seulement les M23, ce qui est vrai, les M23, c'est un bras armé du Rwanda et un bras armé qui est vraiment armé, parce que je crois que vous avez suivi il n'y a pas longtemps la représentante du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC, Bintou Keïta, qui a dit au Conseil de sécurité que les M23 avaient des armes comme une armée classique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens armés, ils sont vraiment équipés, ils étaient capables même d'abattre des hélicoptères de la MONUSCO. Imaginez la mission internationale, la mission onisienne qui est pratiquement pleurniche face au M23. Donc il faut se rendre compte que c'est vraiment un bras armé du Rwanda, ou carrément les supplétifs rwandais, ou carrément l'armée rwandaise déguisée. Et donc aujourd'hui la situation réelle aujourd'hui avec on peut pas, les RDC aujourd'hui peut s'en prendre au M23 ou au Rwanda directement, d'accord, mais il y a d'autres groupes armés aussi. C'est-à-dire il faudra maintenant à ce moment-là voir comment assainir. Il y a plusieurs pistes proposées. Il y a les PDDRCS, il y a les PDDRCS qui
voudrait démobiliser et désarmer certains groupes armés, ceux qui ont accepté d'aller à Nairobi pour échanger avec le gouvernement congolais, d'une part, et d'autre part, il y a aussi la force, la chicotte. Donc, moi, je crois que la RDC peut combiner ces deux mécanismes pour aboutir à une paix durable et refaire la partie est de la RDC, les havres de la paix qui étaient puis les greniers de la République, comme on l'appelait à l'époque. Voilà, Tarsis, on dit le retrait définitif du dernier contingent Kenya du sol congolais. Êtes-vous également d'avis avec Tony lorsqu'il dit que dire que ça a un pari gagné, c'est trop pousser le pion? Moi, je pense plutôt qu'il s'agit d'un raté que nous avons subi les conséquences. Puisque, avant de parler d'un pari qui serait gagné ou perdu, il est important de se dire pourquoi est-ce que cette organisation sous-régionale était venue dans notre pays. Cette organisation est venue dans notre pays principalement pour anéantir le M23. Mon co-débatteur ne va pas me contredire. Mais ce qui est bizarre, c'est que lors du déploiement des troupes de cette organisation, c'est justement au moment où le M23 est encore monté en puissance. C'est justement cette période. Il y a eu même des familiarités entre les éléments de l'EAC. Ouais. C'est justement cette période que les M23 a dû prendre beaucoup de territoires des Rutshuru et tout ça. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Puisque je pense humblement que c'était une décision qui n'était pas suffisamment réfléchie et mûrie. Pourquoi je l'ai dit? Le EAC compte comme membre le Rwanda, que nous avons toujours accusé le président de la République, en premier d'ailleurs, comme pays agresseur. Qu'est-ce qui justifierait qu'on attende la paix d'un groupe dans lequel se trouve notre agresseur? Ça n'a pas de sens. C'est vouloir une chose et son contraire. C'est tantôt pour cette raison. C'était pratiquement impossible. C'était impossible. C'était une décision qui n'était pas mûrie ni réfléchie. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'EAC n'a jamais été pour la paix dans notre pays, puisque cette histoire avec Nanga et les M23 a eu lieu au Kenya. Le Kenya qui est aussi membre de l'EAC. De ce qui fait qu'on a voulu entrer, soit on est entré dans une histoire qu'on savait que c'était perdu d'avance. On a voulu appeler nos agresseurs à entrer chez nous, mais dans une bonne voie. Dans une voie qui serait légale. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler d'un pari qui serait gagné. C'est plutôt un raté. Vraiment... Donc il ne fallait même pas accepter leur présence ici. Puisque aujourd'hui, si on s'est dit que l'EAC est parti, oui c'est bien, on veut de la SADC. Bon, c'est vrai que la SADC, avec la SADC, nous avons de bons souvenirs. C'est une organisation qui nous a aidé autrefois à tranquilliser les choses. Nous nous souvenons très bien. Mais ce n'est pas très loin de l'EAC. Si on doit compter sur nos propres forces, il faut les équiper. Il faut... En écoutant le président de la République lors de son meeting, on a l'impression que nous sommes maintenant équipés, parce qu'il n'a plus peur quand il dit qu'on peut attaquer à partir de Goma. C'est quand même quelque chose. Ces meetings du président de la République, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. N'oublions pas que ces meetings ont été faits pendant la période électorale. Et pendant la période électorale, vous savez que l'homme politique promet mots et merveilles à son électorat. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'EAC qui est parti, tantôt la MONUSCO va aussi partir. Il est temps de réfléchir sur la nécessité de bâtir une armée dissuasive, une armée forte, une armée qui sait défendre notre intégrité territoriale. Puisque j'avais beaucoup aimé, bon, c'est vrai que l'interview en son entièreté m'avait scandalisé du président de la République, mais il y a quand même, c'est cette petite partie que j'avais aimé lorsqu'il dit que notre sort, notre sécurité ne dépend que de nous. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Mais il faut encore donner le moyen à cette armée pour pouvoir défendre notre intégrité. Donc pour moi, je trouve qu'on n'avait pas besoin d'aller dans l'EAC, puisque notamment notre agresseur s'y trouve. Vous ne trouvez pas non plus la nécessité que la SADC vienne nous prêter main forte? Bon, soyons rationnels et logiques. Tantôt on dit que la solution pour nous, la solution de notre paix, notre sécurité ne dépend que de nous. Mais après, on fait appel à d'autres. Vous
Vous savez, lorsque vous empruntez une voie sans savoir pourquoi, sans définir les objectifs, ça finira comme ça. Demain, on voudra encore que la SADC s'en aille. La SADC arrive pourquoi? Quelle est sa part de responsabilité? Quelle est notre part de responsabilité? C'est tout ça. Sincèrement, je ne sais pas dire si la SADC ne doit pas venir ou si elle doit venir, mais seulement elle arrive. Pourquoi? C'est ça la grande question. Voilà, Félix, on va changer de sujet. Non, mais je voudrais rapidement rebondir. Je voudrais rapidement rebondir sur en quelques mots. Oui, en quelques mots, c'est cette question des délais assez concernant. J'ai entendu l'autre dire que c'était un raté, ainsi de suite. Mais moi, je crois fermement qu'on est à la recherche de solutions. Personne n'a oublié ici, sur ces plateaux, qu'en 1998, lors de la deuxième guerre du Congo, ni Tété, les partenaires étrangers de la RDC, même Kinshasa allait être pris. Personne n'a oublié. C'est-à-dire que quand on parle des FARDC, c'est la solution ultime pour remettre la paix dans la partie Est. Mais n'oublions pas, mais si Ukraine résiste aujourd'hui face à la Russie, mais ce sont les partenaires étrangers. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo, je le répète, n'a pas été pris par la coalition rwandais-ougandaise lors de la deuxième guerre du Congo, s'il n'y avait pas ici les Zimbabwéens, les Namibiens, les Angolais qui étaient venus ici, ça allait être catastrophique. Je rappelle également en 2007, après les élections de 2006, il y a eu feu dans cette capitale. Je voudrais dire ceci. Les FARDC, c'est notre solution ultime. Mais entre-temps, quand nous n'avons pas toutes les capacités pour sécuriser toute la frontière, les frontières congolaises, toutes les 9 frontières congolaises, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. On n'a pas toutes les capacités pour sécuriser toutes nos 9 frontières. Alors, c'est plausible que nous puissions faire appel aux partenaires de bonne foi qui peuvent venir nous aider. On a fait appel à la MONUSCO. La MONUSCO a passé plus de 20 ans. On dirait que la MONUSCO a échoué parce que les Rwandais faisaient partie, si les troupes rwandaises étaient à la MONUSCO. Non, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un complot. Il y a d'une part... Il faut bien réfléchir. Oui, mais justement, on est à la recherche. On est à la recherche des solutions. Quand on recherche des solutions, il faut essayer des astuces. Mieux vaut essayer que de ne pas essayer. Mieux vaut essayer. Si ça ne marche pas, tant mieux. Aujourd'hui, 20 ans après, on s'est rendu compte que la MONUSCO ne nous a pas aidés. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On leur demande de partir. Voilà, plus de 20 ans après. Donc voilà, il faut essayer. Félix Tshisekedi a rendu le dernier hommage aujourd'hui à Némoana Nsemi, ce grand homme politique qui nous a quittés depuis le 18 octobre 2023. Vous l'avez sans doute suivi, son parcours et consort. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet homme qui nous a laissé depuis et qui, dans le jour qui vient, sera mis en terre? S'agissant de la mort de monsieur, de l'honorable, s'il faut l'appeler ainsi, député, je préfère député, Némoana Nsemi, je regrette qu'il soit aujourd'hui vu que comme un homme politique, puisque Némoana Nsemi, c'est en soi l'intellectuel congolais. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et particulièrement la plupart de ses écrits, c'est dans nos langues nationales, principalement les Kikongo. C'est quelqu'un qui a bien débuté avec une organisation culturelle en 1969, mais qui en entrant dans la politique, bon, c'est vrai que nous on est bantou, on ne peut pas dire le mal d'un mort, mais quand même, moi je retiens de lui quelqu'un de super intelligent, quelqu'un qui connaissait son Congo. À un certain moment, il s'était embrouillé, hein. Justement, c'est ça le problème. Parfois, je sais pas si dans la politique, bon, peut-être il s'agit seulement de la politique congolaise, il y a quelque chose qui je ne veux pas employer ces termes, mais il y a quelque chose qui comme si... non, je ne vais seulement pas l'employer. Donc, c'est quelqu'un qui était super intelligent et qui a fait comprendre qu'on pouvait être intelligent par nos propres langues. On n'avait pas forcément besoin d'écrire en français. On n'avait pas forcément besoin de maîtriser... Défendre la culture congolaise. Défendre la culture congolaise. Et c'est quelqu'un qui connaissait très bien son Congo, surtout son Congo central. Je me souviens, une fois, il était à l'hémicycle, il était en train de parler, et puis il dit, au moment où je vous parle, il n'y a pas de courant au Bas-Congo. Et puis, on a essayé de joindre une personne qui était là-bas. On s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment plus du courant. Donc, moi, je retiens de lui vraiment un intellectuel congolais qui a su valoriser notre culture, qui nous a montré l'intérêt de rester attaché
à nos cultures, à nos traditions. Et après, ce qu'il a fait dans la politique, je ne préfère pas faire de commentaires. Voilà, paix à son âme. Tony Antoine Dibendila, c'est un homme qui a su valoriser la culture congolaise, comme l'a dit Tarsis. Êtes-vous de même avis que lui? Oui, j'ai quand même pu suivre de près les dernières années de Nimbwana Ntemi. J'ai rédigé plusieurs articles sur lui, sur ses actions politiques, ainsi de suite, même après sa mort, parce qu'aujourd'hui je suis quand même content de savoir qu'il va être inhumé, parce qu'il y a eu beaucoup de tractations. Il y a eu des gens qui ne s'entendaient pas, ses proches, ici, il y a les partis politiques de l'autre côté, il y a l'église, les gens s'est tiraillés sur l'endroit de son enterrement, ainsi de suite. Mais au moins, il y a quand même le gouvernement qui s'est impliqué, la solution a été trouvée. Apparemment, le gouvernement s'est imposé. Oui, oui, mais bien entendu, mais il fallait l'enterrer quelque part quand même. On ne va pas laisser quelqu'un à la mort comme ça, parce que les gens ne s'entendent pas. Parce que la dernière nouvelle, on demandait à ce qu'on libère tous ceux qui ont été arrêtés. Oui, ces partisans, les Makessa, comme on les appelle, ils ont été libérés. Oui, les pouvoirs de Kinshasa l'a fait parce qu'ils ont été arrêtés pour certaines attaques. Parce qu'il faut les dire, il faut retracer l'histoire. Et mon Ntemi, c'était un intellectuel congolais, mais qui à un certain moment avait quand même dérapé. Mais cela n'est pas dû au fait qu'il était devenu politique. Mais on ne peut pas l'oublier. Il a été diagnostiqué. Non, il a été diagnostiqué. Il avait quelques problèmes de tête. Vous savez, il a passé quelques temps au centre neuropsychiatrique SNPP. Vous voyez, donc c'est-à-dire que il était devenu malade à une certaine époque, mais après il a été soigné, mais malheureusement il s'était rétabli. Je me souviens qu'il s'était rétabli après la mort lui a emporté. Donc la mort l'a emporté. Donc je crois qu'aujourd'hui on va retenir le fait qu'il a été quand même un acteur politique important. Il a été un notable du Congo, député national, et c'est un intellectuel congolais qui a connu quand même certaines difficultés dans sa vie, mais à la fin il s'est rattrapé, il est rentré chez les tout-puissants. Donc paix à son âme, et voilà. Voilà, paix à son âme. C'est ce sujet justement qui boucle complètement cette émission Décrypte Éco, votre émission. Donc, mesdames et messieurs, 3 sujets étaient à l'ordre du jour. Nous avions parlé 2 élections, la République démocratique du Congo qui est dans l'attente justement de résultats. Vous avez écouté mes invités, ils ont donné leur point de vue par rapport à ces élections, comment est-ce que ça s'est déroulé, mais également ils ont eu à jeter des fleurs à la CENI. Et puis on a également abordé la question du retrait définitif du dernier contingent kenyan du sol congolais. C'était un pari gagné pour la RDC. Ils ont décrypté là-dessus pour qu'on chute finalement avec le décès, pas le décès, hein, puisqu'il était déjà mort depuis le 18 octobre, pour chuter justement à ces hommages que le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu à ces grands hommes qui nous a quittés depuis le 18 octobre de cette année. Mesdames et messieurs, ils ont été disponibles. Merci à vous, Tarsis, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, madame. Voilà, merci à vous également, Tony Antoine Dibendila. C'est toujours un plaisir pour moi. Voilà. Décrypte Éco. C'est la fin de Décrypte Éco, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec le même plaisir. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Sinon, surtout, bonne fête de fin d'année et de Noël à vous tous. Au revoir.